Bonjour à tous, aujourd'hui l'équipe Starchi vous présente Youssef, un entrepreneur passionné de pâtisserie, fondateur de Noix de Mama, anciennement la Chamelle sucrée. Tout d'abord, peux-tu te présenter ton parcours scolaire et ton parcours entrepreneuriat? Bonjour à tous, merci à l'équipe Starty de me laisser l'opportunité de présenter mon parcours scolaire, mon parcours entrepreneuriat. Alors mon parcours scolaire, j'ai l'obtention d'un bac STMG, donc dans l'option également marketing. Donc c'est au début la publicité, le commerce, donc vraiment la première idée de la partie gestion, parce que sur le bac STMG il y a cette partie-là, et ensuite une partie sur un BTS NDRC, donc c'est sur la partie commerciale, digitalisation, donc c'était un BTS plutôt commercial. Comment j'ai eu cette idée-là? Tout simplement, donc au début, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai toujours voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, mais au début, je ne savais vraiment pas. Parce que j'avais beaucoup d'idées qui me venaient en tête. Soit je me lançais dans tel type de produit, dans type de service, etc. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, le produit ou le service, je le faisais déjà sans s'en rendre compte, en faisant des cadeaux avec ma maman, des ateliers, etc. Je me suis rendu compte qu'en soi, avec des personnes qui ont envie de faire des gâteaux qu'on leur vendait déjà sur des événements culinaires, je me suis rendu compte en fait en soi, pourquoi moi aussi, indirectement, je leur transmets pas un savoir-faire que moi j'ai réussi à transmettre. Donc autant partir sur quelque chose que je sais faire et sur des personnes qui ont déjà cette envie. Après, au fur et à mesure, ça s'est pas venu tout d'un coup comme ça. Donc j'en ai parlé à des amis, de la famille, etc. pour mieux me connaître, apprendre à mieux me connaître. Mais c'est comme ça que l'idée est venue sur une entreprise plutôt familiale et sur un savoir-faire que je savais déjà faire. L'an dernier, tu portais le nom de La Chamelle sucrée en proposant des kits. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer de nom et quels ont été les changements depuis lors? Au début, enfin, sur la partie kit, encore une fois, pour me répéter, moi, l'objectif, c'est, en venant sur la partie kit, c'est de transmettre un savoir-faire pour que les personnes qui ont envie de faire des pâtisseries, des gourmandises, puissent également refaire eux-mêmes à la maison, donc avec une fiche recette, des ingrédients, etc. Et au fur et à mesure, j'ai eu des retours des clients, des personnes, des personnes qui sont assez gourmandes, etc., qui me disaient, en fait, au final, pourquoi pas que toutes les personnes eux-mêmes qui ne savent pas faire, mais qui ont cette envie de faire, les réunir autour d'une animation, des ateliers, etc. En fait, c'est vraiment ces personnes-là qui m'ont dit, en soi, c'est vrai qu'ils étaient tout seuls à la maison, alors qu'en soi, ils auraient pu avoir un lien social, de l'animation, etc. Et je me suis rendu compte qu'au final, ils ont raison. Donc le concept est toujours la même chose, mais au lieu que ça soit des kits, aujourd'hui, je l'anime avec des ateliers de pâtisserie, mais au lieu que ça soit moi qui anime des ateliers de pâtisserie, c'est vraiment pour mettre en avant toutes les mamans, donc du coup, qui ne sont pas forcément pâtissières, hein, donc c'est vraiment des cuisinières ou pas, qui veulent également transmettre un savoir-faire comme moi on m'a transmis un savoir-faire. Donc du coup, j'anime des ateliers de pâtisserie en collaboration avec des mamans. Donc c'est grâce à ça que l'idée elle est venue, et même le nom pourra changer. Noix de Mama aujourd'hui, Mama parce que je parle beaucoup des mamans, je travaille avec des mamans, donc du coup vraiment pour cibler le concept autour des mamans, et aussi Noah, en réalité c'est un jeu de mots, Noah par rapport aux épices qu'on retrouve au Maroc, les noix de cajou, les noix, etc. Et Noah par rapport au prénom Noa, pour bien préciser, qui est assez rigolo là-dessus, c'est vraiment pour dire que c'est un produit gourmand, marocain, etc. Mais pas destiné que pour les Marocains, mais c'est vraiment accessible à un grand nombre de personnes. Donc le jeu de mots est venu de là, par rapport à des ateliers de pâtisserie accessibles pour un grand nombre de personnes, en collaboration avec des mamans. Quelle a été ta motivation de quitter le salariat vers l'entrepreneuriat? Pour être honnête avec toi, il y a surtout toujours avoir une idée de dire que les idées que j'ai en moi, même enfin, une personne qui veut se lancer, par exemple, qui est salariée, mais que l'on parle d'intrapreneuriat, sur cet exemple-là, c'est également de transmettre des idées et de dire, OK, donc on va apporter des nouvelles choses sur un besoin. Et moi, en fait, c'est vraiment sur cette idée-là, donc apporter des nouvelles choses sur une passion. Et pour être tout à fait honnête avec toi également, même si aujourd'hui, je ne prends pas de salaire, que c'est toujours en cours d'évolution, mais il y a également le côté financier. Donc du coup, le côté apporter un besoin, apporter des nouvelles choses, également
une liberté pour dire que je crée mon propre agenda, que je prends mes propres risques et qu'en soi, j'assume toutes les responsabilités que je réalise. Donc aujourd'hui, si ça ne marche pas, je ne vais pas m'en vouloir. Je vais dire, bah, au final, bah, j'assume mes propres responsabilités. C'est vraiment cette idée-là. En tant que jeune, a-t-il été difficile pour toi de te lancer dans l'entrepreneuriat? C'est toujours difficile de se lancer, donc qu'on soit jeune ou âgé. Pour répondre à ta question par rapport à l'âge, en soi, honnêtement, il n'y a pas vraiment d'âge. Parce que si on reprend un autre exemple d'une grosse entreprise multinationale, par exemple le KFC, pourquoi je reprends là-dessus, le PDG de la KFC a créé KFC, si je ne me trompe pas, à partir de, enfin, quand il y avait 64 ans, 65 ans, mais en tout cas, il y a, à cet âge-là. En soi, oui, c'est difficile parce que aujourd'hui, ben, à cet âge-là, donc j'assume mes propres responsabilités, etc. L'entrepreneuriat, au final, ce n'est jamais facile. Il ne faut pas croire que, comme on entend certaines personnes en disant avec des gros événements, etc. Donc du coup, ça y est, on va faire ceci, cela, et qu'au final, au bout de 4, 5 mois, on va réaliser énormément de chiffre d'affaires, etc. Non, c'est pas vrai. La réalité des choses, c'est que moi, aujourd'hui, même si j'entreprends, que je me rends compte que c'est difficile, honnêtement, il y a aussi le côté passion, le côté transmission aussi qui me motive également. Le côté aussi que je travaille pour une bonne raison, que je sais pourquoi je le fais. Donc ça aussi par rapport à mes ambitions, au service et également mes stratégies futures que j'ai envie de développer à l'avenir. As-tu connu des échecs lors du lancement de ton projet? Si oui, as-tu été découragé? Bah, des échecs, oui, parce qu'en fait, des échecs, honnêtement, quand on est entrepreneur, on essaye, surtout quand moi, pour l'instant, je n'ai pas d'associé, même si je souhaite déléguer certaines parties, que ce soit la partie commerciale, aux ressources humaines, financières, à une équipe. Donc, du coup, de créer ma propre équipe. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'équipe, même si l'objectif, c'est de créer une équipe. Moi, ce qui m'a le plus, si on parle d'échec, c'est le fait que sur les opportunités qu'on me pensait me donner, en fait, au final, ben, il n'y a eu aucune sincérité là-dessus. La volonté de ma part, elle était assez bonne, mais en fait, je me suis rendu compte que sur le temps perdu, comment je pourrais dire ça, des promesses non tenues, on va dire ça plutôt comme ça, sur des promesses non tenues, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, au final, bah, j'ai perdu beaucoup de temps. Et je me suis dit, bah, sur tout le temps perdu sur des promesses non tenues, j'aurais pu faire autre chose sur le temps, sur autre chose. Donc c'est vraiment ça, l'échec. Honnêtement, ouais, ça m'a perturbé. Ça m'a perturbé dans le sens, et c'est pour ça qu'il faut avoir un bon moral psychologique. Quand on parle de mindset, etc., il y a aussi le bon moral psychologique. Et je vais être honnête avec toi, on est tous humains, donc du coup, au niveau des émotions, au niveau des sentiments, etc., oui, oui, donc ça m'a perturbé, parce que je me suis rendu compte que moi, je parle beaucoup sur une notion de confiance, une notion de, on me promet des choses, donc moi aussi, je me consacre tout ce qui est en moi, etc. Donc du coup, je pars du principe que c'est donnant-donnant. En fait, ça m'a perturbé dans le sens que ça m'a pris du recul au niveau de la confiance, parce que moi, c'est quelque chose de très très important, surtout quand c'est des paroles, etc. Pour moi, les paroles sont très importantes. Après, la façon comment on se remet en question, c'est que je me dis, bon, c'est pas grave, ça arrive, je me dis qu'au final, il y a des personnes qui sont pires que moi, enfin, je veux dire, il y a toujours pire que moi, donc c'est comme ça que j'ai réussi à, entre guillemets, à me relever, à passer à autre chose, etc. Donc, est-ce que oui, ça m'a perturbé? Oui, donc, pour être tout à fait honnête, il faut être transparent par rapport à ça. Et est-ce que j'ai réussi à passer à autre chose? Pour rebondir sur une question que je me suis posée, oui, je peux passer à autre chose, parce que je me suis au final, ça y est, maintenant, faut pas se prendre la tête, on va passer à autre chose. Et je me dis toujours, en vérité, il y a pire que moi, donc c'est grâce à ça que je suis passé à autre chose. Au bout de combien de temps as-tu compris que ton projet prenait forme et devenait sérieux? Bah, honnêtement, ça m'a pris presque 2 ans et demi. Pourquoi 2 ans et demi? Parce que lorsqu'on est entrepreneur, même si un entrepreneur est immatriculé sur les papiers, sur le statut juridique, et s'est lancé sur le statut d'autre entrepreneur, sur le statut de associatif, sur le statut de la société, moi je pars du principe que quand le projet n'est pas encore assez mûri, qu'il ne développe pas encore assez de chiffre d'affaires, il est toujours en constance de l'idée, de développement, etc. Donc pour moi, ce n'est pas forcément sur le juridique, même si c'est important parce qu'il faut le déclarer, etc. Moi, ce qui est important, c'est aujourd'hui que le besoin qu'on explique, que les personnes, que lorsqu'on communique, comprend le besoin, qu'on développe un chiffre d'affaires
et que derrière, il y a des potentiels partenariats. Donc c'est ça que je me dis qu'au final, ça y est, donc le projet commence à être mûr, etc. Au début, c'était surtout une question de réflexion, une question de réflexion concrètement. Donc j'ai des idées au niveau de l'alimentation, au niveau des pâtisseries, au niveau d'un savoir-faire. Bon, l'idée elle était là au tout début, mais faut bien mûrir. Donc du coup, sinon, parce que c'est pas assez concret. C'est important que ça soit concret. Donc pendant, disons, 6 à 8 mois, voire un an, j'étais toujours dans le stade de l'idée. Dans le stade de l'idée, donc c'est vraiment de noter, de savoir concrètement ce que je souhaite faire. Et là, quand j'étais immatriculé, donc pour moi, j'étais toujours dans le stade de l'idée. La preuve l'année dernière, en faisant avec votre équipe Tarty, donc du coup, c'était Ma Chamelle Secret, aujourd'hui c'est Néo de Mama. Et là, aujourd'hui, concrètement, c'est mieux structuré. Et pour moi, aujourd'hui, au bout de 2 ans et demi, je me dis que mon entreprise est structurée et assez claire parce que je sais concrètement ce que je vais faire. C'est des ateliers en collaboration avec des mamans. Donc du coup, le besoin, je sais quel est le besoin que je réponds. Aujourd'hui, je sais comment le développer. Donc du coup, pour moi, c'est ça qu'on dit que l'entreprise existe et que le projet existe réellement. Pour toi, quels sont les points importants pour rester compétitif dans le monde culinaire? Bah, les points les plus importants pour moi déjà, c'est de se démarquer sur plusieurs points. Parce que surtout dans le monde culinaire, aujourd'hui, si on parle de manière très commerciale, c'est un secteur très concurrentiel. Pour moi, si on parle de concurrents indirects, la plupart des concurrents directs, les concurrents directs, c'est également les restaurants, c'est également les boulangers, c'est également les pâtissiers, parce qu'en soi, des personnes peuvent consommer sans faire des ateliers, ils achètent leur propre pâtisserie, puis sur ce type de magasin-là, de lieux-là. Également, même des lieux directs. Donc déjà, ça, sur ce type de créneau-là, sur ce type de niche, il y a énormément d'acteurs. Maintenant, si on parle de concurrents directs, sans parler de pâtisseries marocaines, orientaux, etc., des ateliers tout court, il y en a énormément. Donc du coup, moi, c'est à moi de me dire, on va dire que je suis dans un océan rouge. Donc du coup, un océan rouge, je trouve que c'est un océan où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs. Je me dis, ben, au final, par rapport à tout ça, par rapport à mon projet passion, que j'en parle, etc., que j'ai envie de mettre des valeurs, transmettre des mamans, etc., je me dis, comment je vais faire? Ben, en fait, au final, la façon comment je me suis démarqué, par rapport à tous ces acteurs-là, me dit, ben, le créneau que je pourrais jouer, c'est vraiment sur moi. J'ai une maman qui m'a transmis un savoir-faire, ben, je vais bien au final, ben, je vais faire exactement la même chose en réunissant tous les mamans, donc créer une communauté, un peu comme l'ubérisation d'une plateforme de mise en relation des mamans vers des participants, pour réunir toutes les mamans et pour qu'ils puissent faire un atelier. Et là, ça a un réel intérêt parce que ce sont des mamans qui sont rémunérées de leurs prestations sur un savoir-faire, des personnes qui n'ont jamais touché à la pâtisserie marocaine qui ont là-dessus et pourront faire confiance parce que ce sont des mamans qui vont laisser leur temps là-dessus. Donc oui, c'est un secteur très concurrentiel, mais après c'est à moi d'être ultra compétitif et surtout ultra malin pour me démarquer. En tant qu'entrepreneur, quelles sont les qualités à avoir pour réussir dans son projet selon toi? Déjà, la première qualité pour moi, c'est la persévérance. La persévérance, pourquoi? Parce que tout simplement, le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas un monde facile. Donc même s'il y a des choses qui donnent envie de créer une équipe, de manager, de créer son propre agenda, etc. Mais à un moment donné, il faut être réaliste et vous dire que si, dans la moindre erreur, et il y a des hauts et des bas, surtout quand il y a des bas vont dire non, ça y est, ce n'est pas fait pour moi. Franchement, à un moment donné, je préfère être réaliste et être très direct. Ce n'est même pas la peine de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'il faut avoir enfin, une manière psychologique assez forte, être très très persévérant et aussi être très très motivé là-dessus parce qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui dire pendant 2 3 ans, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas vivre de leur projet et doivent travailler à côté. Et si ces personnes-là ne sont pas prêtes à prendre ce sacrifice-là, je vais être très direct, ce n'est pas la peine de se lancer. Enfin, c'est pour ça que moi, je préfère dire ça que de faire croire que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde. Pour moi, l'entrepreneuriat est fait surtout pour chaque type de personnalité. La deuxième chose pour moi qui est assez importante également, c'est d'être ambitieux. Oui, on crée un projet, oui, on dit qu'on va aller étape par étape doucement, mais à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on a une ambition. Quand je reprends par exemple à des pays comme les États-Unis, etc., parce que c'est un bon exemple assez intéressant. Là-bas, sur leur mentalité, etc., ils n'ont pas peur de dire qu'ils ont l'ambition, qu'ils
qui veulent révolutionner le monde, etc. Bon, on extrapole, mais en tout cas, c'est de donner en tout cas un mental de winner, un mental de dire qu'on a sans ambition, qu'on veut faire des belles choses dans le futur, donc d'apporter un vrai besoin, des vraies solutions. Et également, le troisième point, et ça je dirais c'est le point le plus important, c'est qu'un entrepreneur ne peut pas faire tout seul. C'est impossible. Au bout d'un moment, il sera obligé de déléguer certaines parties à une équipe pour qu'il puisse se développer. On parle de la partie communication, par exemple, la partie commerciale, s'il a besoin des commerciaux pour démarcher, pour démarcher de nouveaux partenaires, des nouveaux contrats, etc. etc. De la partie financière, d'avoir un comptable qui puisse gérer sa comptabilité. Également la partie RH, si demain son équipe a grossi, donc du coup recruter un responsable ressources humaines pour avoir des bons talents. On veut en venir, c'est que la première chose qu'un entrepreneur doit faire lorsqu'il se rend compte qu'au niveau financier, il est assez stable, vraiment, c'est de déléguer, 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 déléguer. Et ensuite, il faut faire confiance à une équipe. Mais en tout cas, pour moi, c'est la partie la plus importante, en tout cas. De quelle manière tu t'organises pour la gestion de ton projet au quotidien? Enfin, pour m'organiser, tout d'abord, j'aime bien créer mon propre agenda. Que ça même, enfin, pour dire que ça soit sur des agendas personnels ou professionnels, je sépare en deux. Au moins, comme ça, dans ma journée, je sais ce que je dois faire. Et je sais que là, le matin, je me consacrerai que sur la partie entreprise. Et également, c'est pas interdit de dire qu'on se repose, ça c'est important également. Et que l'après-midi, on fait autre chose, on se repose, etc. pour vraiment se vider l'esprit. Parce que ça ne sert à rien, vraiment, ça c'est un conseil vraiment important, ça ne sert à rien de dire matin, midi, soir. Matin, midi, soir, il faut qu'à un moment donné, le cerveau doit se reposer et même le corps doit se reposer et faire du sport également. Ensuite, la deuxième chose que j'utilise, c'est de faire une veille, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, LinkedIn, pour voir un petit peu les nouveautés, que ce soit sur mon marché, également les actualités politiques des médias sur l'entrepreneuriat, etc. Donc c'est important de suivre un petit peu les évolutions, que ce soit politiques, économiques, etc. Donc c'est assez important. Et le troisième point que je fais, c'est également de faire du sport. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que faut avoir également beaucoup d'énergie pour se consacrer sur le business. Généralement, moi, le week-end, ce que j'aime bien faire, c'est le dimanche, j'aime beaucoup courir. Je fais beaucoup de courses à pied, etc. Donc, du coup, c'est créer un agenda, faire une veille, également faire du démarchage, etc., de la prospection et ensuite du sport plutôt en fin de semaine. Peux-tu nous en dire plus sur tes projets à l'avenir? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Actuellement, je suis accompagné par une association marocaine, donc qui est Maroc Entrepreneur. C'est une association qui permet de développer les entrepreneurs marocains pour développer au Maroc. Donc, du coup, mon objectif autour des cuisinières, tout d'abord, donc la première étape, c'est de créer un réseau de cuisinières, donc que ce soit des cuisinières qui sont dans le nord. Donc là, les deux cuisinières, j'en connais une qui est à Lens, une sur Angers. Aujourd'hui, mon objectif 2024-2025, c'est d'avoir un réseau de cuisinières assez important en France. Deuxième étape également, c'est de faire la même chose au Maroc, donc de développer également un réseau de cuisinières. En parlant de réseau de cuisinières également, si on parle de cuisinières, il faut bien trouver des lieux pour réaliser ces ateliers-là. Donc, que ça soit sur 2024-2025, potentiellement 2026, c'est également de trouver des lieux partenaires. Aujourd'hui, j'en ai un qui est sur Valenciennes, c'est un coworking, mais aujourd'hui, mon ambition 2024-2025, c'est d'avoir un réseau de cuisinières, premièrement sur la métropole, ensuite régionalement parlant, en 2025 en France, et également pareil pour 2024-2025, des lieux partenaires au niveau de la métropole, également en France. Et enfin, as-tu des conseils pour les étudiants souhaitant se lancer dans l'entrepreneuriat? Pour moi, la chose qu'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat, et ça, je dirais, c'est une excellente question que tu viens de me poser, c'est de faire attention à qui écouter. Tout à l'heure, quand tu m'avais posé la question, que voilà, donc j'avais fait confiance à un type de personnes qui m'avaient fait des promesses, etc., de faire vraiment attention, et ça, j'insiste là-dessus, aux personnes qui veulent faire croire qu'on vous donnera des fausses promesses et que ça va vous démoraliser et qu'au final, bah, ça va vous faire perdre espoir. Non, moi, ce que je conseille, c'est de vraiment de se renseigner sur tous les acteurs associatifs,
entrepreneuriat, etc., qui existent. Aujourd'hui, sur la métropole lilloise, également dans les universités, etc., on a la chance d'avoir beaucoup de réseaux, que ce soit la BGE, la MEL, etc., le réseau Pépite pour les étudiants entrepreneurs. Donc ça, c'est un label, c'est un bon label également. Donc de bien se renseigner. Deuxièmement, d'en parler aux membres de sa famille, aux membres de ses amis. Donc du coup, je sais faire ça, je sais faire ça. Mais concrètement, on a notre vision à nous, mais les personnes à l'extérieur, ils ont une vision extérieure. Donc du coup, il faut accepter, que ce soit les critiques positives ou négatives, mais il faut accepter le regard extérieur et surtout les critiques, que ce soit bienveillantes également, positives et négatives. Et le troisième point, c'est vraiment si vous avez l'opportunité de créer un projet en groupe, que ce soit par une personne ou deux personnes, et que vous pouvez dès le départ déléguer donc deux ou trois associés, un associé qui va s'occuper de la partie commerciale, d'autres de la partie gestion, etc. Franchement, faites-le. Donc de bien se renseigner des acteurs qui ne vont pas vous vendre du rêve, comme certains dans les réseaux sociaux, etc., donc sans forcément citer leur nom, hein, donc sinon ça va leur faire de la publicité. Donc vraiment de bien se renseigner et également de faire attention là-dessus. Deuxième point, avec tous les labels qu'il y a, etc., le label étudiant-entrepreneur là-dessus, et également d'accepter, avant de créer l'entreprise, moi je dirais d'abord accepter donc, de savoir qui on est. Peut-être il y a des étudiants qui ont ce projet, je ne sais pas, de créer un restaurant, de créer un garage pour vendre des voitures, je dis des bêtises, et au final peut-être que la façon que vont dire leurs amis, leurs familles, etc., dire, oui, mais au final, tu sais faire ça, tu sais faire ça, tu sais faire ça, peut-être c'est mieux que tu fasses ça. Je ne veux pas dire que forcément tout ce qu'ils disent de la famille, des amis, ils ont raison, c'est vraiment des retours qui sont extrêmement intéressants en prise d'information. Donc c'est ça mes conseils que je donne. Merci beaucoup pour ta participation et bon courage pour la suite. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup.